Salut les troupes, deuxième vidéo sur les listes qui vont être présentes à la première étape du Belgian AOS Championship. Alors pour rappel, on a déjà fait une première vidéo qui se focalisait sur tout ce qui était Death et KO, avec aussi une petite explication des scénarios. Vous pouvez trouver le lien en description. Et aujourd'hui, on va se focaliser en fait sur Order. Donc Order, on a déjà 13 joueurs sur les 34 présents. Et on va commencer par les Stormcast Eternal. C'est parti. Alors la première liste qu'on va regarder, c'est la liste de Zion. Alors il a décidé de jouer en Night Excelsior avec cette Stormcast, et il a décidé de les jouer en Stormkeep. C'est-à-dire que ce sont les Stormcast qui sont directement dans les cités de Sigmar et qui ont accès aussi d'ailleurs à des unités de coalition de Cities of Sigmar. Il n'y en a pas dans sa liste, mais bon, voilà. Et l'autre grosse spécificité de cette sous-faction, le fait d'être en Stormkeep, c'est que tout ce qui est Redeemer, donc les Libérateurs par exemple, qui est dans sa liste, compte pour 3 sur les objectifs qui sont dans sa zone de déploiement, du côté de son côté de la table. Ils comptent pour 3 chacun, donc c'est-à-dire que chaque 10 Libérateurs posés sur un objectif chez lui pendant le tour 1 et 2, si je dis pas de bêtises, compte pour 3 figurines. Donc quand vous avez 10 Libérateurs sur un objectif, il compte pour 30. Et puis quand la bataille va avancer, en fait, à partir du tour 3, les Libérateurs vont aussi compter pour 3 sur les objectifs qui ne sont pas situés de leur côté de la table. Donc ça les rend très 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 capables de tenir les objectifs, voire même de contester ça à un Gargan, ce qui est quand même pas mal, éventuellement. Enfin, il faudra un petit peu plus que juste 10 libérateurs pour passer sur les Gargans qu'on a dans ce tournoi, puisqu'ils sont tous en Taker Trab et qui comptent pour 30 chacun sur les objectifs. Mais bref, ils peuvent faire le taf, et notamment sur le scénario qui est le poids du nombre, où les battle lines priment avant tout. Donc c'est déjà un truc assez sympa dans cette liste qui moi, me saute aux yeux. Alors d'ailleurs, il a choisi la grande stratégie tenir la ligne. Comme il est en Night Excelsior, les Retributors qu'il a aussi inclus dans sa liste comptent comme des lignes. Hein, c'est une sous-allégeance en fait qui se focalise beaucoup sur les paladins. Il a aussi un petit Gotrek. On ne le présente plus, mais voilà, Gotrek, il tabasse. Hein, il peut faire tomber un Gargan en un tour, donc il a quand même bon potentiel ici. Bien sûr, il a aussi l'ordre Lictor avec translocation. À noter quand même que le tournoi va jouer avec la FAQ qui a été postée il y a quelques jours, et ça veut dire que la translocation n'est pas aussi forte qu'avant. Donc, avant, on pouvait se déplacer après avoir transloqué, je vais dire ça comme ça, une unité. Maintenant, on ne peut plus, hein, c'est un téléport assez classique finalement, et donc il y a un petit nerf sur ça. Bon. Ça reste très fort de pouvoir téléporter une unité, c'est juste qu'il faudra faire une charge à 9 éventuellement. Voilà. Après, on a aussi un Lord Imperatant qui permet d'utiliser une aptitude de commandement gratuitement par tour. Et 2 Knight Incantor qui, eux, sont très intéressants, surtout dans la méta actuelle où il y a parfois de la grosse magie, puisque une fois par partie, ils vont pouvoir chacun bloquer un sort automatiquement. Alors, pour moi, c'est une liste qui est un petit peu plic-ploc, dans le sens où il n'y a pas non plus des grosses synergies, enfin je les vois pas en tout cas. Donc, je suis pas certain de comment elle va se débrouiller, mais enfin, elle reste pas mal. Et d'ailleurs, Zion, je ne vois pas l'optimisation unique dans ta liste à laquelle les Stormcast ont droit, donc je sais pas si c'était une erreur ou si c'était volontaire, mais voilà. En tout cas, belle liste et bonne chance à toi. Et on va continuer avec un autre Stormcast. Le deuxième joueur Stormcast, c'est donc François Audernard, qui va aussi jouer en Night Excelsior. Donc, gros focus sur les paladins pour ces deux joueurs. Lui, par contre, il ne joue pas en Stormkeep, ça veut dire qu'il pourra mettre la moitié de ses unités. Hein, donc, unité posée sur la table égale unité possiblement dans les cieux. Et donc, des unités en frappe en profondeur. Donc, les Stormcast un peu classiques, on va dire. Alors, il joue pas moins de 9 Annihilator. C'est déjà pas mal. On a déjà vu des listes où il y en avait encore plus. Ça fait pas mal de BM quand ils arrivent sur la table, hein, justement en frappant en profondeur. Il peut fiabiliser les charges un petit peu avec son Lord Imperator qui va aider à les mettre plus près.
Et puis, il faut voir aussi qu'il joue en Alt Excelsior et qu'en Alt Excelsior, vous pouvez donner à une unité de paladin plus un pour toucher, plus un pour blesser, gratuitement, corps à corps en fait. Mais c'est une unité seulement. Donc en général, voilà, vous allez avoir une unité de cette armée qui va taper en quelque chose comme 2+2+, plein de dégâts. Et puis l'autre unité à laquelle il va mettre All at Attack, donc il sera en 2+, 3+. Enfin voilà, ça va être assez violent. Maintenant, bah voilà, même chose que pour la liste précédente, il y a un rédicteur avec la translocation, bien sûr. Un petit peu nerfé depuis la FAQ, bien sûr. À noter qu'il a mis un artefact sur le rédicteur qui est assez intéressant parce qu'on ne peut pas le cibler quand il est à plus de 9 pouces de l'ennemi, si je ne dis pas de bêtises, donc il est bien isolé du tir et éventuellement de certains sorts. Et on voit aussi qu'il a joué aussi, il amène une unité de 3 Praetors que je peux imaginer qu'il comptait utiliser pour protéger son Relictor. Alors il a aussi un sorcier un petit peu particulier, parce qu'il a pas mal de trucs sur lui qui lui permettent en fait éventuellement de débuffer plusieurs unités adverses. Mais le sort est de portée assez courte, donc il peut mettre -1 pour blesser à des unités ennemies. Et alors il a mis aussi un trait de monture qui fait que son personnage peut battre en retraite et charger derrière. C'est un petit personnage très mobile, mais j'ai du mal à voir si ça vaut vraiment la peine d'avoir mis autant de ressources dessus. Je ne sais pas. Même chose que pour la liste précédente aussi, pas de petite optimisation unique. Et aussi pas de trait de commandement sur le général, donc je ne sais pas si c'est volontaire ou une erreur. Mais voilà François, je tenais juste à le signaler. Dernière liste Stormcast, c'est celle de Mataf. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est David Maumont sur Facebook. Vous avez peut-être déjà vu quelques posts de lui. Enfin voilà, c'est un joueur avec qui j'ai pas encore joué, avec qui j'aimerais bien jouer. Et on a toujours dit qu'on devait faire une game, mais on n'a toujours pas fait. Parce que c'est un joueur qui est, à mon avis, très bon de ce que j'ai pu voir de lui, de ce que j'ai pu entendre de lui. Et ici, il amène une liste que je pense qu'on va voir vraiment souvent. Alors, c'est dans la liste est en Hammer of Sigmar. Donc si j'ai pas de bêtises, c'est un 6+, un Finopane à 6+, pour toute l'armée. Ici, il ne joue pas en Stormkeep. Ça veut dire que concrètement, il va pouvoir mettre la moitié de son armée en frappe en profondeur. Et il a aussi une unité qu'on voyait beaucoup et qu'on continuera à voir certainement, c'est les Ether Wings, qui sont excellentes pour bloquer le chemin, prendre un objectif au début de la partie sans sacrifier quoi que ce soit, puisque ce ne sont pas des lignes, donc on ne perd pas de points au niveau des tactiques de bataille. Enfin voilà, c'est un très très bon choix à ce niveau-là. Il a 2 battle lines qui sont très solides pour tenir Zobjo et qui sont dans le bataillon Hunters of the Heartland, donc qui ne pourront pas se prendre des dégâts par les monstres ou se faire débuffer par les monstres. Donc très très bien aussi. Et alors bah, la force de frappe en fait de l'armée de Mataf, bah, c'est 12 long strikes qui vont se téléporter de manière très fiable avec le Relictor, puisque le Relictor ici a été quitté de manière à ce que il puisse lancer ses prières sur 2+ relançables. Et en plus de ça, en fait, il a pris une optimisation supplémentaire qui lui permet d'avoir une phase de tir gratuite pendant sa phase de héros une fois par partie. Donc en gros, généralement tour 1, il va faire, je sais plus, c'est quelque chose comme 45 ou 60 dégâts sur une unité, plus ou moins, sur une save à 4. Donc bon voilà, j'ai pas des stats en tête, mais c'est assez violent. Et sachant qu'il va les faire frapper en profondeur, bah, il n'y a presque aucune façon de se cacher des 12 long strikes. Et en gros, il va one-shot un truc. Et si vous essayez d'attraper ces long strikes, il va juste les téléporter durant la partie grâce au l'ordre lictor. Pour moi, c'est une liste qui tente de répondre à la méta gros monstres, les gros monstres intuables en gros. Elle fait ça probablement très bien. Probablement que c'est une de mes listes et un de mes joueurs, je vais dire que je sens bien un top 3 minimum, si pas première place pour David. À voir. Le seul problème que je peux voir éventuellement dans la liste, c'est comment il va gérer en fait les unités qui vont être sur la table et les unités qui vont être en frappe en profondeur. Ça, je suis curieux de voir. Bon, je serai malheureusement pas là pour le voir, mais c'est la seule petite chose que je vois qui pourrait un peu coincer au déploiement pour lui. Mais je suis sûr qu'il a plein d'idées et qu'il fera ça bien. Bonne chance à toi, Mataf.
On sort des Stormcast et on continue avec des Caradhran Overlords, avec une liste un petit peu qui change un peu de ce qu'on voit. Bon, il y a quand même des choses assez classiques de Caradhran qu'on retrouve dedans, mais bon, c'est une baraque base déjà. Euh, Ça reste une armée de tir, quoi qu'il arrive. Il a une seule pause, et la sous-faction qu'il joue lui permet d'avoir plus d'Ether Gold, et donc ça lui permet entre autres d'assurer des phases de tir très très solides, surtout au début de la partie. Il joue Gotrek aussi, c'est notre deuxième Gotrek qu'on cite aujourd'hui. Il n'a pas de synergie avec cette armée, a priori. Il est assez lent, mais il faut quand même le prendre en compte, et donc s'il est au milieu de la table, il sera au milieu de la table. Il a aussi, ça m'a surpris, il joue Brock. J'ai dû aller vérifier le War Scroll parce qu'on ne le voit jamais. Et comme effectivement Brock est rattaché à un autre Skyport, il n'a pas de réelle synergie avec l'armée. Bon après voilà, il fait beaucoup de dégâts, mais c'est plus ou moins ça. J'aime bien le petit artefact qui a été mis aussi sur un des héros, qui est la Phosphorite Bomblet, qui peut en fait one-shot quelque chose, potentiellement, il faut un peu de chance, mais c'est un truc où vous pouvez potentiellement avoir des BM infinis, un peu comme le sort de Arcane en gros. Et le gros point faible que je vois sur la liste, c'est qu'en fait il a malheureusement pas beaucoup de masse, donc il a très peu de figurines sur table. Et je pense qu'il va avoir du mal, notamment sur le scénario où il faut contrôler. On contrôle facilement les objectifs avec les battle lines. Donc ça va peut-être être compliqué comme tournoi pour lui. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, je lui souhaite bonne chance. On continue avec les Luminate Realm Lords. Alors on a deux listes qui sont en fait assez similaires, mais qui ne jouent pas exactement de la même manière. Alors on a Brian, premièrement, qui va jouer une liste que on voit assez souvent finalement, c'est Teclis et son escorte de sentinelles et de petites unités de Warden pour euh, couvrir les sentinelles en fait et occuper un peu le terrain. Euh, Ce qui est un petit peu unique dans sa liste, c'est qu'il joue Sevireth et surtout il joue en fait en Elon. Donc Elon, c'est une sous-faction Luminette en fait qui a une aptitude de commandement qui, pour un point de commandement, lui permet à la fin de la phase de combat de choisir une unité amie entièrement à 12 d'un héros et simplement en fait de lui faire un mouvement normal. Il faut juste que l'unité ait combattu pendant la phase de combat. Donc en gros, l'idée qu'on retrouve derrière ça, c'est que Teclis vient tabasser un truc rapidement au corps à corps. Généralement, il va tanker les dégâts qu'il va prendre en retour parce qu'il a une ward à 5+ grâce à ses sorts. Et puis, il va pouvoir faire un mouvement derrière ça. Donc Teclis, il bouge bien. Et généralement, il va pouvoir aller se repositionner là où il est utile. Ou alors pour se protéger. Donc en gros, Teclis dans cette liste, vous n'allez pas le choper, ni au corps à corps. Peut-être au tir si vous avez suffisamment de force de frappe, un peu comme la liste de Mataf éventuellement. Je pense qu'il peut le one-shot. L'autre chose qu'il faut prendre en considération avec Elon, c'est que quand vous êtes au corps à corps contre des archers, et si ces archers sont encore en vie, pendant leur phase de tir, ils vont faire une attaque de plus en fait, simplement. Donc en gros, ils vont encore plus faire mal. Moi j'aime bien ce petit trick dans cette liste. Puis bon, il y a Sevireth qui on ne présente plus, hein, le kangourou volant inchopable, qui a une grosse utilité aussi. Donc assez fan de la liste, même si elle reste assez classique finalement. Il y a ce petit changement avec le Elon qui est chouette. Alors le deuxième joueur Luminate Remlords, c'est quelqu'un que vous connaissez probablement puisqu'il s'agit de Pierrot, le manager du magasin Games Workshop Bruxelles. Alors lui par contre, voilà, il a ramené une liste en fait qui est vraiment la classico-classique. Donc Teclis, des Warden et des Sentinelles. Et c'est plus ou moins ça. Enfin, il y a une signe Catalar qui a sa grande importance bien sûr. Mais voilà, ça se résume plus ou moins à ça. Euh, Ça reste très solide. Il y a quand même un choix original de mettre un Lord Régent pour passer son sang de signature et qui permettrait en fait de mettre des 3 unités pour faire leur BM sur 5+. Et donc du coup ces unités avec leur propre sort pourront être un peu plus libres plutôt que de juste faire leur sort pour avoir que les BM sur 5+ au lieu de 6+. Ils auront un petit peu plus d'utilité.
Pierrot, il a aussi décidé d'utiliser Sayar, qui est simplement ici pour fiabiliser l'utilisation des Zephyr Quartz, soit pour les saves, soit pour relancer des sorts importants. Les Warden, comme dans l'autre liste, en fait, auront un rôle de contrôle map et serviront à lancer des sorts de relance sur les unités adverses pour les archers. Et c'est une liste qui, malgré en fait Teklis et le Speed of Ish du Lord Regent, manque un petit peu en fait de projection. Donc la mobilité en fait de la liste est assez faible, puisqu'il n'y a pas d'unité rapide à part Teklis, et il dépend de ses sorts pour avancer. Il aura quand même une très bonne résilience, puisqu'il y aura un point de co possible, et puis la Catalar qui va pouvoir éventuellement transférer les Battle Shock chez l'adversaire. Et voilà, en fait, c'est une liste qui doit pas se louper sur son T1 et qui doit bien choisir ses cibles, bien se protéger, bien se placer. Sinon, le retour de bâton peut vraiment faire mal. Il a la létalité nécessaire pour sortir des grosses pièces rapidement, et ça va vraiment dépendre en fait des compétences du joueur pour faire performer la liste. Voilà, donc bonne chance à toi, Pierrot, et amuse-toi bien. Alors, la prochaine liste, c'est la liste de Coco Django, qui joue en Cities of Sigmar, et plus spécifiquement Halo Heart. Moi j'aime bien la liste déjà de base, avec pas mal de petits tricks à l'intérieur. Donc on rappelle Halo Heart en Cities of Sigmar, c'est beaucoup de magie, même de la magie très très forte, qui peut rivaliser avec Teklis, entre autres. Vous allez avoir le Celestial Juricanum en fait qui va pouvoir utiliser l'aptitude de commandement de Halo Heart, et donc du coup de pouvoir en fait donner des bonus au lancement de sort en se prenant des BM. Donc disons, voilà, j'utilise un point de commandement, le Hurricanum va prendre disons 4 BM, et ces 4 BM vont en fait permettre de donner plus 4 à tous les sorciers à portée de l'Hurricanum, sachant qu'il y a encore des bonus de base pour ces sorciers grâce à l'Hurricanum et grâce à d'autres petites choses. Ça va permettre en fait à tous les sorciers de balancer beaucoup de sorts avec une très grande efficacité. Pour le reste de la liste, à part les sorciers, en fait, on a un gros bloc de Phoenix Guard qui va être là pour tanker et faire des dégâts grâce aussi au sort de buff, hein. Généralement, ils vont toucher sur 2+, et blesser sur 2+. C'est aussi simple que ça. Les Frigate Guards, ce sont des écrans simplement pour protéger le reste. À noter quand même qu'on peut rendre ces écrans, je dirais entre guillemets, explosifs. C'est-à-dire que si vous leur faites des dégâts, il y a un sort chez Halo qui leur permet en fait sur 4+, de faire des BM. Donc en gros, vous tuez 10 pleu-pleu et vous reprenez 5 BM en retour. Ça reste très intéressant. Petite inclusion aussi de 5 Tree Revenant pour mettre de la pression au fond de la table, hein, puisque les Tree Revenant se téléportent une fois par tour sans aucune restriction, à part bien sûr les 9 pouces classiques. Donc c'est très chouette d'avoir inclus ça pour 80 points, c'est une super unité. J'aime beaucoup aussi l'inclusion du Celestin Prime, qui donc lui peut arriver en frappe en profondeur, hein, c'est sur son War Scroll. Et plus il reste longtemps en frappe, plus son profil d'attaque augmente. Donc s'il arrive au tour 3, il arrive avec normalement 7 attaques, quelque chose comme 3+, 2+, -3, 3 dommages, et il peut charger de manière automatique. Donc ça reste un très bon petit snipe possible, en plus il vole. Et bien sûr, il a aussi inclus un Frostheart Phoenix avec un petit bouquin pour qui connaisse des sorts et lui donner +1 en dégâts sur les armes de sa monture. Et en plus de ça, quand il passe un sort, il gagne +1 en save. Et en plus de ça, le Frostheart, il donne -1 pour blesser à tout ce qui est à 9 de lui. J'aime bien, j'aime vraiment bien. C'est une petite combo en City of Sigmar qui est excellente et qui a raison d'utiliser et abuser. C'est une liste qui a beaucoup de BM, qui est possible de balancer grâce au sort. Et franchement, je suis assez optimiste pour lui. Il a de quoi jouer sur les scénars. Et il aura peut-être juste des difficultés à tomber 4 gargants. C'est peut-être la seule petite chose. Mais bonne chance à lui en tout cas. Alors après ça, on a deux listes Fire Slayer. La première, c'est celle de Elsaner, je veux dire comme ça, qui joue une liste Fire Slayer en Mdar. C'est une liste qu'on voyait beaucoup en V2, qui joue sur du tanking, beaucoup de PV,
et une petite frappe en profondeur, grâce à un petit héros dans sa liste. Il y a un petit peu de tir spécialisé avec les Auric Earthguard aussi, donc qui peuvent faire pas mal de dégâts à des monstres. Maintenant, comme il n'y a qu'une seule unité et qu'elle est assez petite, bah, c'est pas non plus 43 dégâts par tour, mais bon, ça a le mérite d'être mentionné. Et il a un petit monstre aussi dans sa liste pour les tactiques. C'est un monstre qui demandera d'être assez protégé. La liste de toute manière dépend de ses héros, hein. C'est ça qui rend en fait l'armée tanky. Et l'armée en fait est faite pour endurer plus longtemps que celle de son adversaire. Il va faire des dégâts, mais il en fera pas suffisamment, probablement pas, pour faire tomber des grosses menaces. Et donc en fait, lui, il va jouer sur le fait de plus tanker que son adversaire pour rester là. Et à mon sens, c'est une liste qui risque d'avoir des difficultés sur des match-ups où il va se retrouver en face de beaucoup de tirs. Mais voilà, bonne chance à lui en tout cas. La prochaine liste, c'est celle de Fjord, à qui je dis bonjour aussi parce que j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec lui 2 ou 3 fois, et uniquement en tournoi à chaque fois, et jamais contre la même liste. Donc cette fois-ci, il vient avec du Fire Sayer en Vostarg. Alors, comparé à la première liste qu'on vient de comparer, c'est une liste qui est beaucoup plus mobile. En fait, les unités qui sont à portée de général peuvent courir et charger, et les unités qui courent dans cette sous-faction courent toujours automatiquement de 6 pouces. Et les unités ont +1 pour charger. Vous avez compris l'idée, hein, ça va aller vite et ça va arriver dans votre face assez rapidement, malgré le mouvement de 4 des petits nains. Le général est très tanky, hein, il a mis une amulette, c'est pas une surprise, puisqu'il a son importance ici, vu ce qu'on vient de dire. Il a aussi inclus une prière générique qui est Curse pour faire des BM. Elle est pas facile à passer parce qu'il faut être assez proche de l'ennemi, mais bon, c'est ce qu'il cherche à faire, donc ça risque de temps en temps arriver. Et donc il pourra faire pas mal de dégâts en saturation avec ça. Il a 2 monstres, c'est aussi très très bien pour les tactiques. Et j'aime bien la petite inclusion des Ether Wings, qui est, comme on l'a dit pour la liste de David Mataf, ça permet de faire des échanges, de bloquer des charges. Enfin voilà, c'est pour 65 points les Ether Wings, ça vaut vraiment la peine. Il a aussi une frappe en profondeur, bien sûr, et de manière générale, la liste est plus polyvalente, à mon sens, que la première qu'on a vue, et elle répond un petit peu mieux aux autres listes qu'on a pendant ce tournoi. Donc bonne chance à toi, Fjord, et j'espère qu'on aura l'occasion de rejouer un de ces 4. On arrive maintenant chez les Daughters of Cain. Alors il y a 3 listes. Je vais faire un briefing sur la première et après je vais faire un peu copy-paste sur, sur tout ce qu'on va dire sur les Daughters of Cain. Il y a quand même quelques petites nuances. Donc on va commencer par celle de Reaper. Fondamentalement, dans toutes les listes, on va avoir une Morathi et des archers, et on va spammer du tir, et on va avoir un monstre difficile à gérer, et ce sera la base de toutes ces listes. Celle de Reaper joue un petit peu plus sur le tanking en prenant la sous-faction Agnar. Donc au lieu d'avoir un Finopane à 6+, il peut en avoir un à 5+, sous certaines conditions. Elle est un petit peu plus variée aussi au niveau du choix des unités. Elle offre plus d'aspects différents. Est-ce que ça veut dire qu'elle est meilleure parce qu'elle est plus variée? Pas nécessairement, mais il a plus d'outils différents à sa disposition. Le seul truc que je trouve un petit peu moins bon dans cette liste, c'est qu'effectivement il a pas mal de pauses il a pas mal de pauses, et ça peut être problématique dans certains match-ups parce qu'il veut décider qui joue en premier. La seconde liste doc, c'est celle de Mr. Patweed. Alors c'est la première des 2 listes qui sera en Calebron. Donc, on en a une en Agnar qu'on vient de voir, et puis on en a 2 en Calebron. En Calebron, on joue sur ATP, hein, donc on a une petite huile de commandement pour un point de commandement. On peut téléporter l'unité à une certaine portée d'un héros, puis la remettre à une certaine distance sur la table. Toujours à plus de 9 pouces de l'ennemi, bien sûr. La liste est beaucoup plus mobile que la première, parce que vous avez donc cette téléportation. Et puis on a aussi 2 unités de Knight Shadow Stalkers, qui eux peuvent se téléporter comme les Scry Revenant une fois par tour, 9 pouces de l'ennemi, sans aucune autre restriction. Il joue, je mets ça entre guillemets, seulement 20 archers, ce qui est pas non plus abusé, mais qui est quand même balèze. Il a une seule pause, donc là il aura le choix du tour pour commencer la partie. Et à mon sens, cette liste est un petit peu mieux pour faire les tactiques de bataille parce qu'il a plus de mobilité, plus de facilité à bouger là où il a besoin pour accomplir
ces tactiques-là. Et je pense que c'est la meilleure des 3 listes d'ailleurs. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. La troisième liste doc, c'est la liste classique en fait. C'est du spam de tir. Il y a une pause, du téléport pour un point de co, puisqu'on est aussi en Célébron. Et on a le Mirror Dance sur Medusa, et bah voilà, c'est encore du téléport. Et bah là, vous allez vraiment manger du tir. C'est vraiment une très très bonne liste si elle est bien jouée. Et Raccoon, je te souhaite le meilleur pour ce tournoi, mais je pense que certains joueurs vont pas apprécier la blague. Et on finit cette analyse des listes order avec Sidious qui vient en Sylvaneth. Je vais passer un petit peu de temps sur ça puisque bah, Sylvaneth c'est mon armée de cœur. Il joue en Arlroot. C'est une liste qui est lourde en monstres, elle en a 3. Il a ramené Alariel. Il a aussi Drisha et un Trilord. Il a une très bonne mobilité, une bonne magie, un tir qui est correct et pas mal de bonnes saves, hein, puisque la plupart du temps, les gros héros, en tout cas, ils sont tous à 3+. Les monstres aussi sont à 3+. Et en gros, bah, vous allez avoir vraiment une possibilité de tanker de son côté qui est assez impressionnante. C'est une liste qui joue sur les dégâts à distance, clairement, et la mobilité, et un choix des corps à corps de manière précise, donc c'est un peu un scalpel en fait. Il a peu de PV. Comme on avait vu dans la vidéo des stats, c'est la liste qui a le moins de PV en fait sur table. Il y en a 70 en apparence. C'est réellement plutôt 92 ou 97, ça dépend un peu de ce qu'il invoque et puis quand on prend les wards en considération. Moi, c'est un genre de liste que j'aime bien. Ça joue sur les tactiques. C'est pas excessivement bourrin. Par contre, malheureusement pour Sidious, le scénario, le poids du nombre je pense qu'il va piquer parce que ces battle lines c'est 3 x 5 Tree Revenant et bah, ils vont pas encaisser. Ils vont peut-être pouvoir voler un objectif chez quelqu'un, mais ça va être dur. Et sa liste étant très mobile, il a pas envie de rester campé sur des objectifs pendant longtemps et malheureusement ici c'est un peu ce qu'on doit faire sur ce scénario. Mais voilà, en tout cas, bonne chance à lui et à l'occasion aussi, j'espère qu'on pourra jouer ensemble, un de ces quatre, peut-être en match miroir, ce serait chouette. Et voilà. Et voilà donc pour cette deuxième vidéo d'analyse de liste où on a pu voir tout ce qui était order. Beaucoup de choses sympas, on a clairement des listes qui envoient du lourd. Vous savez un peu à quoi vous attendre maintenant. Et bah, la prochaine fois, on se concentrera donc sur la dernière grande allégeance qu'on n'a pas encore couverte et qui est à l'honneur avec cette V3 d'Age of Sigmar, c'est bien sûr la destruction. Allez, à la prochaine, salut!